Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette réunion d'information et d'échange. Vous êtes tous progressivement en train de rentrer dans cette réunion virtuelle, donc on va patienter, si vous le voulez bien, quelques minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Vous êtes très nombreux vous êtes inscrits ce soir, donc on va patienter 1 ou 2 minutes. Dans ce temps-là, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de bien vouloir couper vos micros pour pouvoir avoir une bonne qualité d'écoute tout au long de la réunion. Donc là, il est OK. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme je disais, vous êtes très nombreux à vous être inscrits ce soir et à nous rejoindre. On va patienter une petite minute que tout le monde puisse nous rejoindre puisqu'il y a encore du monde, je le vois, en salle d'attente et on pourra débuter cette réunion tous ensemble. Alors, on va vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros. Merci à tous. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et merci d'être connectés pour cette réunion d'information et d'échange sur le projet Chapelle-Charron. Mon nom est Colline Grégoire, j'interviens pour l'agence SENS qui accompagne Paris Métropole Aménagement dans l'organisation des rencontres avec le public. Et comme animatrice, je vais m'assurer du bon déroulement des échanges tout au long de cette rencontre. Nous sommes ensemble pendant 1h30, donc jusqu'à 20h. Donc, pour maintenir le lien et les échanges dans ce contexte sanitaire toujours un petit peu compliqué, on vous propose ce soir encore une fois un format de réunion à distance. On va essayer de faire en sorte qu'il soit, comme vous le savez, le plus fluide possible. Donc, pour cela, on utilise l'outil Zoom. Et donc, quelques règles, mais 2 rappels, puisque vous les connaissez tous maintenant très bien, d'utilisation de l'outil. Donc, on va vous demander de couper les micros pour permettre une bonne qualité d'écoute. Vous pourrez déposer vos questions ou remarques tout au long de la réunion. Et puis, si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment, l'outil Levez la main, mais je vais vous réexpliquer comment vous en servir. Pour information, la réunion est enregistrée pour les besoins du compte-rendu. Elle sera également mise en ligne pour toutes les personnes n'ayant pas pu participer à la rencontre ce soir. Et donc, comme je le disais, cette réunion fera l'objet d'un compte-rendu qui sera mis en ligne sur le site internet. Donc, quelques petites indications, mais je suis sûre et certaine que chacun d'entre vous les connaisse déjà bien. Pour couper votre micro, vous avez un petit onglet ou un petit picto muet, donc vous pouvez activer ou désactiver. Donc voilà, vous pourrez le réactiver quand vous aurez levé la main et que je vous donnerai la parole. Ensuite, l'utilisation du chat. Donc tout au long de la réunion, on prendra vos avis, remarques et questions qu'on consignera et on y répondra en fin de rencontre. Donc, vous pouvez poser vos observations sur cet outil. D'ailleurs, n'hésitez pas à le tester, à nous dire un petit bonsoir pour vérifier que tout fonctionne bien chez vous. Et enfin, dans l'onglet « Réaction », vous avez un sous-onglet « Lever la main » si vous souhaitez intervenir. Je verrai ainsi que vous souhaitez intervenir et je pourrai vous donner la parole. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous pouvez le faire, de bien pouvoir vous renommer, puisque parfois vous vous connectez avec un identifiant qui est le nom, par exemple, de votre ordinateur. Et ça me permettra, si vous vous renommez, de savoir à qui je donne la parole. Alors ce soir, plusieurs intervenants sont présents pour vous présenter les différents sujets à l'ordre du jour et puis répondre à votre question. Donc bien évidemment, M. Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement de Paris, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur le maire. Ensuite, nous avons Paris Métropole Aménagement, bien entendu, avec Sylvie Borst, qui est directrice générale, Adeline Chambre, directrice de l'aménagement, et Catherine Sanlivre, responsable de projet. Et nous avons également avec nous l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet, composée des cabinets Base et H2O, avec Sidonie Bouillereau, qui est architecte urbaniste du projet urbain, et Julien Bennou, paysagiste du projet urbain, et également Antoine Santia, architecte du projet urbain. J'en profite également pour excuser Monsieur Brossat et Monsieur Baudrier qui n'ont pas pu être avec nous malheureusement à cause d'un empêchement de dernière minute. Voilà, avant de commencer cette soirée, je vais bien évidemment donner la parole à Monsieur Lejoindre pour un petit mot d'accueil. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord,
vous dire à la fois à quel point je suis heureux qu'on puisse tenir cette réunion et avancer sur la poursuite de ce beau projet qui est Chapelle Charbon. Et puis, comme tout le monde, un peu déçu qu'on ne puisse pas encore le faire en vrai, mais j'ai quand même, dans un grand optimiste de nature, bon espoir que la prochaine réunion qu'on tiendra sur ce projet puisse se faire en vrai et peut-être même sur place, et donc on puisse avoir des échanges quand même plus agréables que à travers un écran. Un écran. Et en même temps, je suis très heureux aussi que on puisse continuer à avancer sur les grands projets qu'on porte pour la transformation du 18e et notamment pour la Porte de la Chapelle. Et je veux remercier l'ensemble des équipes de la mairie d'arrondissement, de la ville et en l'occurrence de Paris Métropole Aménagement, parce que nos projets urbains ne prennent pas de retard et finalement la période compliquée qu'on a vécue sur le plan de la crise sanitaire ne nous empêche pas de continuer à avancer, et c'est évidemment extrêmement sensible à la Porte de la Chapelle. Et donc vous me permettrez de remercier plus particulièrement Mario Gonzalez qui est avec nous, mais j'ai vu aussi Fanny Bénard bien sûr, Gilles Méned et d'autres élus du 18e sans aucun doute qui se mobilisent pour avancer. Et je veux saluer Yann Brossat, Jacques Baudrier et Anne-Claire Boux qui se sont aussi beaucoup mobilisés pour faire en sorte qu'on puisse avancer. C'est donc la deuxième réunion qu'on tient sur la question plus générale de la Porte de la Chapelle, avec la présentation d'abord de la fin de la concertation sur la transformation très importante qu'on envisage pour l'axe Porte de la Chapelle dans les années qui viennent, et celle-ci qui va nous permettre d'avancer sur le projet urbain du parc Chapelle Charbon, qui fait partie bien sûr d'abord des engagements qu'on avait pris avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais qui nous permet aussi de poursuivre dans l'aménagement de cet espace qui doit relier le nord et le sud du quartier de la Porte de la Chapelle. Après donc l'ouverture de cette première tranche du parc en 2020, je crois, on va pouvoir continuer ce dialogue, et je veux vraiment saluer le travail de qualité qui a été mené particulièrement par Paris Métropole Aménagement. Je vois Sylvie Borst et Aline Chambre qui se sont beaucoup mobilisés avec leurs équipes, d'abord pour pouvoir poursuivre la concertation, et vous savez à quel point c'est indispensable pour nous. Ça fait complètement partie de l'ADN des projets du 18e que de le faire en concertation, et puis surtout avancer sur le projet urbain, un projet urbain qui s'inscrit dans un périmètre qui est en grande évolution, depuis de nombreuses années pour ce qui concerne l'arrivée du tramway, l'ouverture de la station Front Populaire, l'arrivée et la transformation aussi de la ville d'Aubervilliers et ce lien entre le nord et le sud, et puis bien sûr l'émergence de Chapelle Internationale. Et comme je vois un certain nombre de personnes que j'ai pu croiser samedi à Chapelle Internationale, je voulais en profiter pour saluer et remercier les équipes de développement local et toutes les équipes qui se sont mobilisées pour faire en sorte qu'on puisse pouvoir certains découvrir ce nouveau quartier de Chapelle Internationale, et pour les habitants de ce nouveau quartier se voir accueillis dans ce lieu. On a passé un très beau samedi, quasiment toute la journée à Chapelle Internationale, et ça valait vraiment le coup. Donc merci à toutes et à tous. Et puis cette transformation, elle ne s'arrête pas. Je ne vais pas lister, mais vous les voyez sur votre écran, l'ensemble des projets du grand périmètre de la Porte de la Chapelle, avec bien sûr l'Arena dont on voit que la construction avance, la réhabilitation, et c'est très important pour vous, pour nous, et pour vous aussi j'imagine, mais pour nous en tout cas, du quartier Charles Hermite qui en avait besoin. Ce grand projet de la gare des Mines-Fillettes, sur lequel nous travaillons aussi avec Paris Métropole Aménagement, et sur lequel je pense que nous allons pouvoir nous réunir dans les mois qui viennent. Bien sûr, avec le retard que l'on sait, mais pour autant, ça avance aussi l'arrivée du bâtiment du campus Condorcet à la Porte de la Chapelle, et puis l'émergence d'un nouveau quartier à Hébert qui va là encore amener des aménités supplémentaires. Et dans ce cadre-là, moi je suis vraiment très satisfait qu'on arrive à avancer aussi sur la partie urbaine du parc de Chapelle Charbon, parce que cette partie urbaine, au-delà du fait qu'elle va nous permettre de fournir un certain nombre de logements, mais aussi de commerces à des familles qui en ont besoin, elle va nous permettre de poursuivre ce travail de retournement de la ZAC de l'Évangile vers le nord. Elle va nous permettre d'assurer un développement dans de bonnes conditions du parc au bénéfice de tous les habitants. Elle va nous permettre de retrouver aussi de l'activité dans ce nord de la partie La Chapelle du quartier. Elle va nous permettre d'assurer aussi qu'il y ait une vie le jour, qu'il y ait une vie la nuit, bref, faire en sorte qu'on puisse améliorer les conditions de vie des habitantes de ce quartier, mais aussi accueillir un certain nombre de familles. Et vous savez à quel point le sujet du logement pour les familles du 18e est un sujet central. Et donc ce projet,
assez léger pour ce qui est de la construction, bien sûr, parce qu'on a voulu d'abord faire un très grand parc, donc par définition, on ne peut pas développer beaucoup de mètres carrés. Pour autant, il compte pour améliorer la qualité de vie autour du parc, et il compte aussi pour toutes celles et ceux, je vais y arriver, qui habitent dans ce quartier. Et vous le savez, on a voulu plutôt privilégier la production de logements familiaux. C'est quand même ce qui manque le plus dans le 18e. Il faut avoir en tête que dans le 18e, 14% seulement des logements font 4 PC+. Et donc, on a un vrai travail à faire pour permettre aux familles de rester dans notre arrondissement, y compris dans les parties les plus populaires de notre arrondissement, avec une répartition que vous voyez à l'écran qui est évidemment très équilibrée, et surtout la volonté très forte qu'on a portée, la mairie d'arrondissement et la mairie de Paris, pour promouvoir ce qu'on appelle le bail réel solidaire, c'est-à-dire cette possibilité d'une accession sociale à la propriété avec ce qu'on appelle la dissociation du bâti et du foncier, bref, pour faire clair, permettre à des habitants, à des familles d'acheter un logement dans le 18e et à Paris, grosso modo à moitié prix. Et c'est un engagement très important pour nous, parce que c'est aussi une façon d'assurer une meilleure mixité dans ce quartier. On a besoin de faire venir, voire de permettre à certaines familles de la classe moyenne de rester. Et je pense que ce projet, même s'il est très limité dans la quantité, si je puis dire, de logements qu'on produit, et donc du nombre d'habitants qui vont arriver, qui ne vont pas être si nombreux que ça, bien sûr, ça doit nous permettre aussi de veiller à ce que des familles de la classe moyenne, des familles qui sont dans le logement social et qui peut-être ont un petit peu amélioré leurs revenus, qui ont des salaires un peu plus importants qu'ils l'avaient quand ils sont arrivés dans le quartier, de leur permettre de rester, et pour un certain nombre d'entre elles, de réaliser ce qui est quand même la volonté, peut-être même le rêve d'un certain nombre de familles parisiennes, qui est d'acquérir un logement, et que ça puisse leur permettre de les transmettre. Et donc, c'est un des projets du 18e qui va nous permettre de faire ce travail, et c'est évidemment très important pour nous, aussi bien pour la qualité de vie, bien sûr, dans le quartier, pour faire en sorte qu'on puisse assurer une mixité d'usage, qui n'est pas la partie la plus réussie de la ZAC de l'Évangile, cette mixité de vie le jour, la nuit et dans toutes les périodes, et puis surtout faire en sorte de permettre aux familles des catégories populaires, mais aussi de la classe moyenne parisienne, de rester dans notre 18e, et donc de faire en sorte qu'il y ait encore des élèves, notamment dans la nouvelle école qu'on va créer aussi à cet endroit, de faire en sorte que l'ensemble des commerces puissent être non seulement occupés par des commerçants, mais faire aussi suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir retenir. Voilà, donc je ne vais pas être plus long parce que je ne veux pas bloquer toute cette réunion, si ce n'est vous dire d'abord un grand merci d'être présent à cette réunion, et surtout vous dire mon grand bonheur de voir ce projet avancer. Je pense que toute cette partie de ville est en train de muter, et moi je suis très fier de pouvoir y participer à ma place avec la mairie du 18e et avec tous les partenaires qui sont présents dans cette salle virtuelle. La ville de Paris, évidemment, c'est quand même le cœur de ce qui nous permet d'avancer. Paris Métropole Aménagement, qui est une très belle structure de l'aménagement, avec une vision vraiment très contemporaine de comment non seulement on fait des aménagements, mais surtout comment on fait en sorte que les habitants y arrivent dans de bonnes conditions. Et puis bien sûr, la diversité de la vie associative du quartier. Je vois des représentants d'amicales de locataires, des représentants d'associations culturelles du quartier, et c'est aussi comme ça qu'on fait une bonne ville, en prenant en compte les acteurs qui vivent déjà. Si on fait tout ça, c'est d'abord pour les habitants qui habitent déjà ce quartier, et je pense que ce projet en est la démonstration, et donc je m'arrête parce que sinon je pourrais continuer encore longtemps. Merci beaucoup à toutes et à tous, et bien sûr disponible avec l'ensemble des élus du 18e, et notamment avec Fanny et Mario, pour que cette réunion que vous puissiez trouver les réponses que vous attendez dans le cadre de cette réunion. Merci, monsieur le maire. Effectivement, vous êtes nombreux ce soir présents, partenaires, habitants, associations. Donc voilà, on est vraiment ravis de vous retrouver. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvie Bors. Sylvie Bors, vous êtes directrice générale de Paris Métropole Aménagement, et je vous laisse également introduire cette réunion. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, juste quelques mots d'introduction par rapport à la transition écologique, qui est vraiment au cœur du projet, comme vous allez le voir un peu plus tard aussi au cours de la soirée. L'opération Chapelle-Charbon intègre des exigences environnementales particulièrement ambitieuses sur l'ensemble des champs de la transition écologique, et rejoint par là même les ambitions du nouveau PLU, qui sera le PLU bioclimatique, sur lequel la ville de Paris travaille actuellement.
On s'inscrit bien sûr pleinement dans cet objectif. Donc PMA a élaboré pour Chapelle-Charbon, comme elle le fait pour chacune de ses opérations, un bilan carbone prévisionnel du futur quartier qui nous permet d'identifier les différents leviers d'action pour réduire les émissions carbone et de prioriser ces différentes actions. Ce bilan carbone prévisionnel a été réalisé par une agence experte dans ce domaine qui est l'agence Franck Boutet. Alors, les leviers d'action que nous avons pu identifier sont nombreux. Je vais en citer quelques-uns à titre d'exemple, mais il y en a d'autres également qu'on pourra retrouver par la suite du projet. Donc, je citerai à titre d'exemple la gestion de l'eau de pluie qui permet de récupérer les eaux pluviales pour éviter de les rejeter à l'égout. C'est un vrai sujet sur Paris. La biodiversité, la végétalisation des espaces pour répondre aux enjeux de changement climatique. Là-dessus, je ne serai pas très longue parce que l'équipe de maîtrise d'œuvre va détailler tout à l'heure un petit peu les différentes actions en matière de végétalisation. On travaille également sur les consommations énergétiques pour le chauffage et pour l'eau chaude. Et c'est dans cet esprit que le futur quartier, sera desservi par une boucle de chaleur qui est récupérée par rapport au chauffage urbain, à la compagnie parisienne de chauffage urbain, la CPCU. Nous travaillons également sur les mobilités, avec le choix d'une voie de desserte du quartier qui sera une voie à sens unique, une voie apaisée limitée à 20 km/h, pour justement qu'il n'y ait pas que ce ne soit pas un shunt pour passer d'un quartier à un autre. De nombreux stationnements vélos également et des stations Vélib seront prévus. Tout ça pour inciter et pour favoriser l'utilisation des mobilités douces. Nous avons également identifié l'alimentation comme un vrai levier d'action, avec la volonté de PMA en tant qu'aménageur d'accompagner l'implantation de commerces alimentaires de proximité et d'activités variées qui relèveront de l'économie sociale et solidaire. Enfin, nous avons pu mettre en évidence le fait que le volet bâtimentaire du projet représentera 30% des futures consommations énergétiques du quartier. Et nous avons donc défini des exigences particulières au niveau conception des bâtiments. Donc, les bâtiments devront atteindre un label de très haute performance énergétique, tout en conservant des qualités de confort optimales, très élevées également, en termes de confort d'été, d'aération, de qualité de l'air, de lumière naturelle. Et puis, dernier point aussi, toujours sur le volet bâtimentaire, nous avons prescrit des modes de construction qui vont privilégier les matériaux renouvelables, des matériaux peu consommateurs d'énergie, des matériaux de proximité également, une partie fabriquée en France, comme le bois par exemple, et également toute une palette de matériaux biosourcés. On pourra vous détailler également un peu plus tard. Au final, ces différents leviers d'action, ces différentes solutions ont pour objectif de diminuer les émissions carbone du futur quartier. Et Chapelle-Charbon sera un quartier qui consommera environ un tiers de moins en émissions carbone qu'un projet classique parisien, ce qui est un niveau très ambitieux d'affichage en matière environnementale. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue. Merci de votre attention. Merci à Madame Borst pour cette introduction autour de la transition écologique au cœur du projet. Puis on reviendra sur certains de ces éléments pendant cette soirée. Justement, ce qu'on vous propose, c'est un déroulé en 5 étapes. D'abord, un retour rapide sur l'année 2021. Ensuite, une présentation ou un rappel peut-être pour certains des ambitions du projet. On fera un point d'étape sur la conception des lots bâtis et on vous présentera le dispositif participatif proposé pour l'année 2022. Bien évidemment, on aura un temps d'échange assez conséquent suite à cette présentation. Vous allez voir qui est assez succincte finalement pour laisser la place à nos échanges. N'hésitez pas pendant les différentes présentations à poser vos questions, vos avis, vos remarques sur le chat, qu'on puisse y répondre quand nous aurons fini cette présentation. Je vais donc laisser dès à présent la parole à Adeline Chand. Vous êtes directrice de l'aménagement chez Paris Métropole Aménagement pour nous parler de l'année 2021. Bonsoir Adeline. Bonsoir à tous. Oui, alors ravie de vous retrouver effectivement et on voulait en début de cette réunion faire un petit peu un point d'arrêt sur l'ensemble des éléments qui s'étaient passés au cours de l'année 2021.
tant du point de vue de la participation que du point de vue de la programmation et des évolutions, pour bien partager cela tous ensemble et être un peu la base pour discuter des étapes à venir. Donc peut-être en premier lieu, sur la démarche participative, comme le disait Monsieur le maire, on s'est retrouvé sous ce format de réunion publique il y a maintenant près d'1 an. Donc il y a été un premier temps d'échange dans le cadre de la ZAC. Et nous avons mené tout au long de l'année 2021, sous différents formats, des processus d'échange avec les uns les autres, à la fois sur les espaces publics du quartier, mais aussi sur la programmation des rez-de-chaussée, qui sont vraiment les 2 sujets sur lesquels il nous semble important de travailler. Il y a eu alors à la fois des ateliers en visio. On a pu heureusement faire des ateliers sur place qui sont quand même toujours plus intéressants, avec à la fois des formats où on était sur des ateliers ouverts à tous ou plus ciblés vers des jeunes, des enfants, notamment sur le square Raymond Queneau. Je vais en reparler. Voilà, et on a été aussi présent lors d'un événement qui était la fête des vendanges. L'objectif étant toujours effectivement de pouvoir présenter le projet, échanger et enrichir le projet urbain tel que nous sommes en train de le construire. Donc c'est ainsi que nous avons pu recueillir plus de 300 contributions tout au long de cette année, des contributions qui viennent effectivement nous nourrir. Peut-être sur les enseignements ensuite de ces différents échanges, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés lors de ces échanges. À la fois, comme je disais, le sujet des rez-de-chaussée, c'est un sujet très important pour nous et pour le futur quartier, et on le sent aussi dans les échanges sur la manière dont effectivement ces rez-de-chaussée vont vivre, qu'est-ce qu'on accueille en termes de commerce, d'activités, de locaux associatifs, et on sent que vis-à-vis du parc, c'est un sujet sur lequel on a eu beaucoup d'échanges avec vous et dont on va poursuivre la réflexion. Ensuite, sur la question du parc, alors il est actuellement ouvert, donc ça permet effectivement d'en tester les usages. Le sujet principal, en ce qui le concerne, c'est la question des entrées du parc, avec notamment une entrée attendue côté rue du Pré, qui est un sujet sur lequel nous travaillons pour essayer d'ouvrir une entrée en avance de phase sur la rue de la Chapelle et sur la rue du Pré, pour permettre un accès côté rue de la Chapelle au parc Chapelle-Charbon. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'ateliers sur la question du futur square Raymond Queneau. Donc, on en reparlera dans le cadre du projet. Le square Raymond Queneau, c'est un square qui va être réaménagé dans le cadre du projet, avec la BAPSA qui va être déclassée. Et donc là, avec un certain nombre d'échanges sur les différents usages à trouver dans ce futur square. Et enfin, sur la question des espaces publics, donc on avait échangé lors de la dernière réunion publique et les échanges se sont poursuivis dans le cadre des ateliers sur la question de l'ouverture des impasses, de la voie Est-Ouest, et notamment sur la question de l'ouverture de l'impasse Jean Cotin. Alors, à ce sujet, j'en profite parce qu'effectivement, on a commencé à échanger. On a eu aussi, on a été saisi récemment à ce sujet, puisque, comme vous le savez, au bout de l'impasse Jean Cotin, il y a une fresque. Et donc, si on partage tous le fait qu'il faut ouvrir cette impasse, la question se pose en revanche de la manière dont on l'ouvre. Est-ce qu'on l'ouvre totalement? Est-ce qu'on l'ouvre partiellement? Et qu'est-ce qu'on fait de cette fresque? Donc, c'est un sujet sur lequel on doit encore travailler avec notre équipe pour comprendre les différentes possibilités quant à cette fresque. Et donc, ce qu'on va vous proposer au cours de cette année, c'est de faire un atelier sur site pour vraiment réunir les différents avis. Mais on pourra échanger lors de cette réunion, mais on sait que c'est un sujet avec des points de vue différents et donc on pourra se réunir sur site pour en parler. Voilà. Alors, on voulait vous faire un point également sur la question de la programmation, avec d'une part ces évolutions et puis du coup vous redonner une vision globale de cette programmation avant de la localiser sur le plan. Concernant les évolutions, donc Monsieur le maire l'a dit, une des principales évolutions cette année, c'est l'introduction de 20% de logements en BRS. Donc on pourra revenir effectivement sur la spécificité de ce logement en accession maîtrisée. Donc ce qui signifie qu'effectivement que la répartition des logements a évolué, comme on vous l'a
indiqués dans ce tableau, avec les logements sociaux qui restent à 50% de la programmation, les logements locatifs intermédiaires donc, qui sont passés de 20% à 15%, les logements en accession aussi qui sont passés de 30 à 15%, et donc l'introduction de ces logements en BRS. Donc ça, c'est une des principales évolutions qui permet effectivement d'avoir un large spectre de typologie de logements dans ce quartier. Une autre évolution de cette année, c'est l'intégration dans le programme scolaire d'une cuisine de secteur qui va permettre de préparer 1900 repas pour 10 écoles du 18e arrondissement, donc, qui a été intégrée dans le groupe scolaire. On le verra également sur le plan. Et enfin, sur les espaces verts, on a aussi travaillé sur effectivement la manière dont on pouvait développer au maximum ces espaces verts, avec notamment le sujet du square Raymond Queneau qu'on a essayé d'agrandir au maximum. Donc, on vous a mis ce petit diagramme qui représente la programmation globale du quartier, avec donc ce grand parc public qui, dans le cadre du projet, fait 4,5 hectares. On pourra vous expliquer les différentes phases. Il fera 6,5 hectares à terme, mais donc avec une première phase de 4,5 hectares. Le programme de logement avec entre 350 et 380 logements avec les répartitions telles que j'en ai parlé. On vous les localisera aussi dans la suite de la présentation sur les différents lots du quartier. À rez-de-chaussée, 1800 m² d'activité et de commerce. Et donc un groupe scolaire de 12 classes avec une cuisine de secteur intégrée ainsi qu'un local pour 46 agents de la direction de la propreté et de l'eau. Voilà, et donc si on localise ce programme et les différentes ambitions, donc vous retrouvez là bien sûr le grand parc Chapelle-Charbon avec 3 hectares de parc qui sont aujourd'hui ouverts, livrés, 1,5 hectare de parcs supplémentaires qui seront réalisés donc, par la ville de Paris dès que le Charles de Gaulle Express aura terminé ses travaux. Donc aujourd'hui, on est sur une échéance 2025-2026 pour pouvoir réaliser, suite au passage du Charles de Gaulle Express, les travaux de cette deuxième partie du parc. Donc, ce qui permettra d'avoir un parc de 4,5 hectares avec 2 hectares supplémentaires prévus sur une emprise dont les études en sont aujourd'hui encore au début sur la partie de Cap 18. Donc ça, c'est effectivement l'équipement central du quartier. Ensuite, en espace public, on a, et on va le développer, cette voie est-ouest qui part de la rue Moussorski et qui rejoint la rue de la Chapelle, la rue du Pré et la rue de la Chapelle, dont l'objectif est vraiment de venir désenclaver le quartier et venir le raccrocher à l'ensemble du tissu existant. L'ouverture des impasses, donc pareil, les paysagistes représenteront la manière dont on souhaite ouvrir ces impasses avec le sujet spécifique de l'impasse Jean Cotin dont j'ai parlé, et la reconfiguration du square Raymond Queneau, où on vient recréer un vrai square de proximité, le bâtiment de la BAPSA que vous connaissez étant déplacé, enfin les activités de la BAPSA, enfin, le bâtiment est démoli et les activités, elles, sont déplacées, pour venir, là encore, ouvrir le quartier et proposer un nouvel espace de proximité. En termes de programmation bâtie, donc vous retrouvez là sur les emprises en bleu, mais l'équipe va ensuite détailler des programmes de logement qui viennent vraiment retourner le quartier de l'Évangile sur cette ancienne friche ferroviaire, donc maintenant sur ce nouveau parc, avec un rez-de-chaussée, des activités et des commerces. Et enfin, en proue du parc, le groupe scolaire, donc qui a un équipement public important, avec 12 classes à la fois d'écoles maternelles et primaires, la cuisine de secteur, et c'est là aussi que sera localisé le lieu d'appel des agents de la DPE. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié sur le programme, et donc je vais passer la parole à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Merci Adeline pour ce rappel et ces précisions. Donc, passons maintenant aux ambitions du projet, un rappel ou une présentation pour ceux qui ne connaisseraient pas. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe de base, donc Sidonie, pour nous présenter notamment les ambitions en matière de végétalisation. Bonsoir Sidonie. Bonsoir, merci. La question qui nous a été posée, c'était d'abord de comment travailler autour de ce parc qui préexistait. Et l'une des premières intuitions, ça a été donc d'augmenter ce parc
qui, bien que faisant 3 hectares, avait la capacité de se diffuser au-delà de ses limites et au-delà de ses clôtures. Là, ce qu'on vous présente, ce que vous voyez des images, c'est des illustratives hein, de projets d'espace public tels qu'on est en train de le poursuivre, de le travailler, qui montrent comment le paysage, en étant augmenté, le parc en étant augmenté, permet d'augmenter cette valeur paysagère au-delà de sa propre limite, d'infuser la nécessité de générer des îlots de fraîcheur dans cet endroit-là qu'on connaît aujourd'hui très, très minéralisé et d'y développer des usages. Donc sur l'espace public, ça a été dit préalablement, mais c'est vraiment autour d'un espace public apaisé, favorable au mode doux, beaucoup d'accroches vélo, des circulations qui sont réduites à 20 km/h maximum. Et sur l'ensemble du périmètre vert que vous voyez sur la carte, c'est bien un tiers de surface qui serait planté au global sur les espaces publics, donc en plus du parc. Ça comprend en fonction des essences, mais en fonction des choix des essences d'arbres, mais entre 250 et 300 arbres qui seraient plantés. Et puis le square qu'on appelle le square Queneau, que d'autres appellent le square de l'Araignée, qui serait augmenté de 50% par rapport à la surface qu'on lui connaît actuellement. Donc voilà, ça c'est pour le dispositif d'espace public. Et suivante. On retrouve aussi ces ambitions dans la cour d'école qui vient en surplomb et qui vient en continuité du parc et qui est pensée comme une cour oasis parce que jouant ce rôle de fraîcheur, jouant ce rôle de îlot végétal préservé, donc évidemment à destiner aux enfants, mais qui devient un espace très identitaire de l'opération du projet Chapelle Charbon à cet endroit-là. Et cette diffusion paysagère se retrouve, on le verra un tout petit peu plus tard, à la fois dans les cœurs d'îlots, qui sont des espaces pour les nouveaux riverains, pour les nouveaux habitants, mais aussi pour certains de ceux qu'on connaît, qui sont visibles depuis les logements qui existent aujourd'hui. Merci Sidonie pour ces précisions. Effectivement, pour ceux qui ont participé cette année aux différents temps de rencontres et d'échanges, c'est des choses dont on a déjà pu échanger. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir par contre de nouvelles représentations de ce que serait l'espace public de demain. Je vais maintenant laisser la parole à Antoine Santiard. Antoine, vous êtes architecte et vous concevez ce projet urbain notamment sur les lots bâtis. Je vous laisse nous présenter ces éléments. Bonsoir à toutes et à tous. Vous voyez ici une représentation qui n'est donc pas de l'architecture, puisque je redis que nous sommes donc architectes urbanistes qui définissons plutôt des volumétries et des grands principes de fonctionnement. À un moment donné, il faut quand même que ces volumétries, on les incarne, donc on représente les choses, mais il faut prendre cette représentation avec toutes les réserves possibles, puisque nous ne sommes pas les architectes de ces bâtiments et il y aura bien des concours et un travail qui sera fait en concertation pour mieux définir, mieux préciser en tout cas la modénature, les rythmes, les gabarits. Néanmoins, on définit des grandes règles et donc moi je peux vous expliquer les grandes règles que nous avons établies qui se retrouvent sur des stratifications horizontales qui sont représentées avec 3 couleurs différentes et qui sont donc bien le séquençage vertical de ces bâtiments avec une accroche au sol qu'on va développer dans la slide d'après mais qui est importante, qu'on appelle le socle. Ce socle, c'est la manière d'activer l'espace public qui vient de vous être présenté. C'est la manière dont on va pouvoir ancrer les halls d'entrée, ancrer les locaux d'activité, les locaux associatifs ou les nouveaux commerces. Et donc, c'est une sorte de bande horizontale qui vient en continuité à la fois de l'espace public, d'un îlot à l'autre. Donc, c'est un système qui va se reporter sur l'ensemble de la nouvelle façade qu'on crée le long de ce front de parc. Et puis, au-dessus vient ce qu'on a appelé le cœur. Donc, ces 5 niveaux relativement identiques qui reçoivent les logements, qui travaillent avec une modénature en façade qui va apporter une vibration et un certain rythme, puisqu'on a des systèmes de bow window ou de loggia, en tout cas de saillies sur cet espace public qui permettront aux nouveaux habitants d'échapper d'une condition qui est certes belle puisqu'on a vu sur le parc, mais en même temps qui a une orientation plein nord. Donc cette vibration
sur ces niveaux permet d'attraper une vue à l'est, de recevoir le soleil de l'ouest le soir, et donc d'être moins mono-orienté plein nord. Ensuite, vous voyez en partie haute ce système de double attique. Ce double attique, c'est une manière de finir le bâtiment sur une sorte de skyline qui va être inventée par les architectes. On imagine, nous, que c'est aussi une manière d'habiter un peu particulière, puisqu'on échappe du gabarit un peu des bâtiments environnants et existants. Et donc, on a une vue un peu plus métropolitaine, on arrive à voir plus loin. Et donc, ça nous semblait intéressant que ces logements soient d'un dessin qui puisse être un peu différent du reste. Ça permet de réinscrire donc 3 étagements sur ces bâtiments. Et puis enfin, ce que vous voyez apparaître aussi, c'est un rythme. Donc, j'ai déjà parlé de ces systèmes un peu de bow window ou de saillies sur la rue, et viendra s'inscrire également dans ce rythme des cages de circulation verticale qui permettent d'innerver à chaque fois des petits bâtiments, puisqu'on a un îlot qui s'inscrit à l'échelle de l'îlot auquel il vient se raccorder, mais en même temps, la manière dont ça va fonctionner au quotidien, c'est chaque cage qui dessert des logements à gauche et des logements à droite sur un palier. Et donc, c'est une manière de reporter ce qui existe déjà dans des immeubles parisiens assez classiques, c'est-à-dire que c'est des mitoyens qui sont les uns à côté des autres pour former en eux-mêmes un îlot. Donc, c'est vraiment au fonctionnement, une cage va desservir grosso modo 20 appartements. Donc, c'est des petits immeubles qui sont collés les uns aux autres. La slide d'après. Je me permets juste, Antoine, puisque la question est posée, donc on est sur cette slide-là, vous avez dit 5, et effectivement, il est écrit 6 sur le document au niveau du cœur. Est-ce que vous pouvez nous préciser si c'est 5 ou 6 étages pour répondre à la question qui est posée en direct? J'en profite. Donc, c'est 6, pardon, c'est moi qui me suis trompé. C'est 6 étages. En fait, ça dépend. Les niveaux viennent se raccorder aux immeubles existants. Donc, on sait que les pignons en attente n'ont pas tous la même altitude. Donc, sur le dessin que vous voyez là, on a 5 niveaux qui viennent se raccorder à l'existant, et puis on a un 6e étage qu'on voit en marron, qui vient en décalé, donc qui se recule le plus possible. Et ce recul, il est important pour préserver la vue des riverains qui habitent sur les immeubles auxquels on va venir se greffer. Merci pour cette précision. Alors, ici, vous avez une vue en coupe qui permet de voir la manière dont on va se raccorder à l'existant. Et cette vue en coupe, elle est importante parce qu'elle permet aussi de voir ce qu'on va générer en termes de cœurs d'îlots. Donc, on a des cœurs d'îlots qui s'intègrent en fait dans le dessin paysager d'ensemble que Sidonie a expliqué, c'est-à-dire que c'est une manière aussi un peu de prolonger l'effet de parc et de faire en sorte que on donne la sensation et le vécu à chaque bâtiment va incorporer un petit élément de paysage. Ce petit élément de paysage, il va être perceptible depuis les rez-de-chaussée, puisqu'on va chercher une grande transparence entre l'espace public à travers le bâtiment pour avoir la perception du jardin. Donc, c'est encore une manière de ramener le parc, en tout cas le fait que ces deux espaces végétaux puissent travailler un peu en symbiose et en interaction. On voit aussi qu'on a établi des bâtiments dont les gabarits font 13 mètres, donc c'est des bâtiments assez fins. Le but étant de s'éloigner au maximum des façades auxquelles on vient se greffer. Et puis, il y aura, dans le cadre de la concertation, un dialogue à établir sur la manière dont on traiterait la limite qui existe aujourd'hui sous la forme de petits murets à l'arrière des bâtiments existants. Est-ce que c'est donc dans le cadre de la concertation, il faudra qu'on évoque est-ce que ce muret se transforme en grille? Est-ce que ce muret peut disparaître? Sous quelle forme? Est-ce que c'est chacun est-ce qu'il y a une gestion qui peut être partagée? Donc en fait, ce cœur d'îlot, il va profiter un peu à tout le monde, et donc il faut qu'il profite aussi éventuellement de plein pied. On voit aussi sur la coupe la manière dont on se raccorde au gabarit des existants. On voit la ligne de l'existant à gauche, voilà, qui s'étire à l'horizontale.
Donc ça, c'est les petites ailes en retour qui viennent se greffer au pignon. Donc ces ailes en retour s'alignent au gabarit existant. Et puis c'est une fois qu'on est suffisamment en retraite qu'on se permet de monter avec ces attiques dont je parlais tout à l'heure, qui, elles, viennent s'implanter en gradin pour essayer de conserver un maximum d'ouverture sur le ciel. Donc vous voyez ici, tout à l'heure, je me suis trompé là dans le R+5, R+6, mais c'est aussi parce que si vous voyez la ligne qui vous a été soulignée tout à l'heure, qui vient se raccorder aux existants, on est bien à R+5 dans ce corps de bâti, et c'est dans le corps qui, lui, est front de parc qu'on a ce demi-étage complémentaire, parce qu'on a des niveaux qui ne raccordent pas tout à fait avec l'existant. Voilà. La slide d'après. Le traitement du rez-de-chaussée. Donc ça a fait l'objet d'une étude et de discussions, d'ailleurs, partagées sur site, parce qu'on sait que c'est aussi l'une des clés de réussite de l'atterrissage de cette prolongation de la ville existante, c'est de faire en sorte qu'elle puisse rentrer en symbiose avec ce qui existe, qu'elle ne concurrence pas ce qui existe. Et donc, on a travaillé sous différents modes d'occupation de ce rez-de-chaussée, sachant que vous voyez une image en bas à gauche, qui n'est qu'une illustration, mais qui cherche à illustrer exactement ce qu'on a en tête, c'est-à-dire des rez-de-chaussée relativement généreux sous hauteur, sous plafond, qui du coup peut permettre d'avoir différents types d'activités, et cette grande transparence dans les deux sens, c'est-à-dire quand on est dedans, on verra l'espace public et le parc, et dans l'autre sens, on verra donc la profondeur de ce rez-de-chaussée utilisé, puis en arrière-plan, le cœur d'îlot que je viens de vous expliquer. Dans le code couleur, vous pouvez voir qu'il y a une scansion assez rythmée qui est en rouge, qui représente les différents halls des logements. C'est ce que je vous expliquais, c'est que ces bâtiments ils sont divisés par sous-groupes pour pouvoir avoir des paliers qui, en fait, on va connaître son voisin vu que c'est un escalier qui dessert à peu près 15 à 20 appartements. Il y a cette volonté d'avoir des rez-de-chaussée donc traversants. On va avoir, en termes d'occupation, on va avoir des espaces communs, des pièces au service des habitants. C'est un endroit où on va les greffer, par exemple, aux pièces mobilité. À la fois, on peut ranger son vélo, mais en même temps, on peut bricoler son vélo, on peut réparer son vélo. On va avoir aussi des espaces qu'on appelle des pièces pratiques. Donc ça, c'est des espaces qui sont surtout dédiés au monde associatif, puisqu'on sait qu'il y a des associations assez ancrées et assez actives sur le territoire. Donc le but, c'est de pouvoir faire en sorte de leur proposer des locaux qui puissent être en résonance avec ce qui est en place. Et puis enfin, vous voyez en bleu plus foncé des espaces d'activité qui peuvent être des commerces. Vous voyez aussi que tous les angles en extrémité des impasses qui deviennent des passages et donc des accès au parc, on a volontairement implanté des espaces d'activité ou de commerce, le but étant de garder une transparence latérale dans les angles et puis d'activer ces articulations en accès de parc. La slide d'après. En parallèle de toute cette démarche urbanistique, il y a aussi une grosse réflexion qui est portée donc à l'échelle de cet ensemble, puisqu'on va créer des bâtiments un peu d'une seule pièce tous en même temps. Donc, on va y avoir quand même un impact chantier qu'on essaye de mettre dans une démarche environnementale très ambitieuse, notamment donc, sous la base de 3 piliers pour obtenir un quartier qui soit bas carbone. La première démarche, c'est de travailler tout ce qui est mobilité pour réduire cet impact carbone. Donc, vous avez vu une place assez restreinte de la voiture. Vous avez vu un espace extérieur qui est une voie partagée, donc où tout sera de plein pied. On aura des voitures, on aura des vélos. Donc, c'est une voie qui va être avec une vitesse limitée à 20 km, notamment sur la base des espaces de parking existants qui sont sous-exploités. C'est aussi la manière dont on va construire ces immeubles pour essayer d'anticiper la réduction des déchets. Donc, il y aura énormément de choses qui seront réalisées hors site. Hors site, c'est une manière de dire qu'il y aura énormément de préfabrication pour pouvoir avoir un impact aussi chantier à la fois réduit dans le temps et réduit dans les gènes, puisqu'on fait de l'assemblage in situ plutôt que de créer trop de nuisances, à couler du béton et
et des choses qui peuvent être donc assemblées sur site. Une valorisation des déchets pour essayer de trouver des filières pour valoriser ce que le chantier va générer comme déblais ou comme déchets. Et puis enfin, il y a toute une étude dont cette illustration est issue sur comment construire des bâtiments qui soient vertueux. Et donc, vous voyez une palette là, de matériaux qui ont été étudiés pour à chaque fois essayer d'optimiser ces matériaux pour ce sur quoi ils sont le plus efficaces. Donc, on a divisé ces différents matériaux par 3 modes constructifs que vous voyez à droite en violet. Tout ce qui peut être utilisé dans le cadre d'une structure, tout ce qui peut être utilisé dans le cadre d'un isolant ou de l'enveloppe en orange, et puis en rose en bas, tout ce qui peut être de l'ordre de la vêture ou de la protection de cet isolant. Et donc, il y a tous ces chemins qui se croisent. Ensuite, dans cette étude, on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait travailler des matériaux bio et géosourcés. Donc, bio, c'est tout ce que vous voyez ici. C'est des matériaux qui sont transformés, qui peuvent être transformés hors site. Géosourcés, c'est des matériaux qui sont naturels, mais qui sont très peu transformés, par exemple la pierre. Le but étant de trouver des filières le plus locales possible. Donc, il y a une vraie volonté de la part de la ville, de la part de PMA, de pousser ces ambitions environnementales qui pourront aussi passer par du réemploi. Alors, du réemploi sur site, c'est un peu compliqué, mais ça peut être du réemploi issu de filières de réemploi. C'est des choses qui se développent de plus en plus, tout en anticipant aussi l'intégration des énergies renouvelables, ce qu'on appelle ENR, pour essayer de faire en sorte que les bâtiments soient alors peut-être pas l'autonomie totale, mais en tout cas le moins dépensier, le temps de les construire et le temps de les utiliser. Voilà. Très bien, merci Antoine pour tous ces éléments. Donc, vous avez beaucoup parlé des lots bâtis. Justement, je vais passer la parole à Catherine Sanly. Vous êtes responsable de projet et donc plus spécifiquement du projet Chapelle-Sarbon pour nous faire un point d'actualité sur finalement où en est-on dans la conception des lots bâtis. Bonsoir Catherine. Est-ce que vous êtes avec nous, Catherine ? Votre micro est peut-être coupé. Est-ce que Catherine est avec nous ? Ouh là là, ouh là là. Alors, je vais reprendre. Si vous me permettez, on va repartager le document. Hop. Et ça y est, me voilà. Excusez-moi, Colline. Pas de souci, ce sont des choses qui arrivent. Je vais repartager la présentation. Voilà Est-ce que vous voyez correctement? Les caméras s'étaient éteintes. C'est bon? Tout le monde voit? C'est parfait. Allez-y, Catherine. Merci et puis ravie de vous retrouver aussi nombreux ce soir. L'équipe a présenté toutes les ambitions de ce projet, l'équipe donc d'architectes, d'urbanistes et les enjeux aussi carbone qui se jouent. Comme le disait Éric Lejoindre, il y a aussi donc un aménageur pour donc réunir l'ensemble des opérateurs qui vont maintenant réaliser ce projet. Et donc, je vais vous présenter comment, par une méthode donc, collective, vont se réaliser les lots qui vont composer cette nouvelle façade urbaine. Et puis aussi comment on va poursuivre le travail de dialogue et de participation qu'on a engagé autour des espaces publics l'année dernière et puis autour des lots bâtis cette année, puisque ce sera l'étape un peu majeure. Donc, après avoir parlé de ce qu'on allait faire, on va rapidement faire un petit point sur qui fait quoi et comment. Donc, autour de ce projet, on a plusieurs maîtres d'ouvrage, donc c'est les opérateurs qui vont réaliser ces programmes. Comme le rappelait Antoine, c'est des architectes et des maîtres d'ouvrage qui vont être en charge de composer maintenant les projets de ces lots.
avec les règles et les prescriptions qu'on a définies. Et donc, c'est aujourd'hui des bailleurs qui sont présents dans le quartier d'Évangile. Vous voyez Paris Habitat, la RIVP, 3F, qui vont travailler à étendre leur programme. La RIVP aussi va travailler pour la foncière de la ville de Paris sur le lot d'accession sociale qui va marquer l'entrée du quartier. Et Logiciamp fera le lot signal côté rue du Pré, qui viendra face à l'école finir l'accès et marquer l'accès plutôt vers le parc, l'école étant réalisée par la ville de Paris. Et puis nous allons cette année lancer donc les consultations pour retenir les architectes de ces lots et aussi retenir le promoteur qui réalisera le lot de logements privés qui viendra compléter le dispositif pour avoir cette programmation très mixte qui était recherchée sur le quartier. Donc, un dispositif de conception concerté, ça veut dire que on va faire discuter. Les maîtres d'ouvrage, on a déjà commencé, des ateliers avec les bailleurs, les maîtres d'œuvre demain, donc les architectes qui seront retenus. Et puis, on verra ensuite comment on voudrait que vous trouviez une contribution aussi dans ce dispositif. Et juste pour vous rappeler un peu le process, quand on travaille à la conception d'un projet, on retient d'abord des candidats, on leur demande de remettre des esquisses, donc des projets sommaires, et donc c'est sur la base de ces projets qu'on désigne le lauréat. Donc ça, c'est tout le processus qui s'annonce pour l'année 2022 et qui va nous permettre d'avoir les 7 équipes d'architectes retenues pour réaliser les projets. Équipes d'architectes, mais aussi de paysagistes, bureaux d'études techniques. C'est toute une équipe qui va être retenue lot par lot. Et ces équipes vont être amenées à dialoguer dans des ateliers, dialoguer pour mettre en commun les idées, les principes de fonctionnement, pour être confrontés aussi aux besoins, non pas que du lot, mais de l'ensemble du quartier, et permettre de mettre en cohérence tous ces programmes pour s'assurer que à la fois on a des projets diversifiés, mais à la fois on a une unité et on a un espace qui va être agréable à regarder en front de parc, regarder depuis le parc, mais aussi à parcourir pour le piéton avec ces d'immeubles, ces rez-de-chaussée animés dont on a parlé. Et tout ça doit permettre de déposer des permis de construire à l'été 2023. L'objectif aussi de cette conception concertée, c'est d'essayer de limiter au maximum les nuisances pour les riverains, c'est-à-dire d'avoir des phases de chantier qui sont concertées et pas un système de chantier qui s'ouvre et qui s'enchaîne pendant un temps long. Donc, on livre un ensemble, on conçoit un ensemble, et donc on voudrait, dans ce temps-là qui s'ouvre de sélection des équipes, d'analyse, vous proposer de contribuer, donc de nouveau dans un dispositif participatif, sous forme d'atelier, et c'est un projet qu'on a construit, qu'on a échangé avec les bailleurs qui sont amenés à réaliser les lots, mais qui sont aussi déjà gestionnaires des lots de l'Évangile, et qui permettrait donc de suivre d'abord la production des cahiers des charges, c'est-à-dire ce qu'on va remettre aux architectes pour concevoir les lots. Et ça nous semble important que les riverains puissent s'exprimer. C'est pour ça qu'au travers d'une annexe citoyenne, on voulait vous proposer d'émettre vos attentes, vos points de vigilance. C'est un peu ce qu'on a commencé à ouvrir comme dialogue et qu'on pourrait formaliser autour des lots bâtis.
Et puis ensuite, de nous accompagner sur la phase d'analyse des esquisses et de pouvoir contribuer au travers d'un avis à l'analyse des projets et à la sélection des candidats, c'est-à-dire permettre effectivement au jury d'avoir des points d'attention, d'avoir un point de vue des habitants et de pouvoir aussi partager ce travail quand même délicat de sélection. Ça nous permettrait comme ça, à la fin de l'année, de voir cette façade se composer et de façon sommaire encore, et ensuite d'aller travailler ensemble en 2023 sur ces ateliers de conception avec les architectes. J'ai très rapidement brossé ce dispositif. On a été un peu long sur cette grande présentation. On voulait voilà, finir cette présentation rapide et puis répondre à vos questions, écouter vos commentaires. Très bien, merci beaucoup Catherine. Et en fait, vous avez quelque part déjà répondu à une des questions qui a été posée sur le chat, qui était est-ce que les habitants et associations auront accès pour avis au cahier des charges des constructions? Et finalement, vous nous avez présenté le dispositif qui est prévu, donc qui donne un petit peu, effectivement, il y aura une place pour les habitants et associations dans la question de la conception de ces lots bâtis. Merci pour ces éléments. Vous voulez compléter peut-être, Catherine? Peut-être parce qu'effectivement, il s'agit de produire des éléments du cahier des charges, mais bien sûr de le partager. Donc, c'est pour ça qu'on proposait d'avoir 1 ou 2 ateliers sur cette première étape pour à la fois aller un peu plus loin que la présentation d'aujourd'hui, vous expliquer tout ce système qui a été proposé par l'équipe, voir comment il se met en résonance avec l'espace public, le parc, et puis après le compléter, ce cahier des charges, avec les points d'usage et les points de vigilance que vous souhaitez apporter à ce projet. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au temps d'échange. Je vous invite, si vous souhaitez prendre la parole, à lever la main pour que je puisse vous identifier. Mais d'ores et déjà, il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le chat, donc je vais me permettre de vous les adresser directement. Et notamment, je profite du fait qu'on a cette carte sous les yeux, puisqu'il y a une question qui a été posée finalement sur le nombre de mètres carrés du parc. On a entendu 65 000 mètres carrés, 45 000 mètres carrés. Aline, c'est vous qui nous avez représenté ça. Est-ce que vous pourriez nous repréciser un petit peu où on en est sur le nombre de mètres carrés sur ce parc et les différentes étapes? Oui, tout à fait. Je vois Gilles Ménette qui est là, donc je parle sous son contrôle. Mais effectivement, le parc fera bien 6 hectares 5, pardon, si je n'ai pas été claire. Dans le cadre de la ZAC, en fait, aujourd'hui, il y a déjà 3 hectares qui sont livrés. Après le passage du Charles de Gaulle Express, donc il y a 1,5 hectare de parcs supplémentaires qui vont être livrés, donc 2025-2026. Et ensuite, il y a bien 2 hectares supplémentaires qui sont actés sur le site de Cap 18. Voilà, mais voilà. Donc, effectivement, plusieurs phases. Et au total, au final, effectivement, 65 000 mètres carrés. Monsieur Ménette, vous voulez peut-être intervenir? Non, pas du tout, ça a été clair. Très bien, ok, on a répondu à cette première question. Alors, j'en profite également sur les questions du parc, puisqu'on a eu plusieurs questions sur la place des chiens dans les différents parcs, à la fois sur le parc Chapelle-Charbon aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait être ouvert aux chiens tenus en laisse? Et également, est-ce que vous avez prévu dans le futur square Raymond Queneau, puisqu'on a parlé de ce futur square Raymond Queneau qui va être agrandi, un accès aux chiens tenus en laisse, effectivement. Je ne sais pas qui souhaite répondre de cette question sur la place des chiens dans les espaces végétalisés et les nouveaux espaces végétalisés du quartier. Je peux peut-être dire un mot là-dessus parce que finalement, ça concerne plus l'usage du parc, donc ce qu'on va décider ensemble avec la ville sur cette question que l'aménagement au sens propre. D'abord pour indiquer, mais Gilles Ménette pourrait le faire aussi bien que moi, qu'on a plutôt des bonnes expériences de canipark dans cette partie-là de l'arrondissement, avec un canipark à Éole qui fonctionne plutôt très bien et qui, je pense, a vocation à s'agrandir. Donc, on a une vision assez ouverte
fondé sur des expériences assez positives de la place du chien, alors tenu en laisse pour une part ou en liberté dans des espaces spécifiques. Donc, on regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. On est aussi, et chacun en a conscience, dans une partie du 18e où la question de la place des chiens, et notamment la question de la place des chiens libres, est une vraie interrogation avec une partie non négligeable des personnes ou des familles qui ne sont pas à l'aise dans la cohabitation avec les chiens, une partie de la population qui a souvent assez peur du contact avec les animaux, et donc c'est des réflexions qu'on va avoir dans les semaines ou dans les mois plutôt qui viennent, fondées sur la réalité de ce qui se passe et ce qui se passe plutôt bien, ce qui nous amène à être plutôt assez ouverts sur cette question, mais aussi la volonté d'entraîner dans cette démarche des habitants qui parfois sont un peu inquiets. Et du coup, on va travailler notamment avec des associations qui sont un peu spécialistes de cette question pour faire de la médiation. Et puis, on a un sujet notamment dans ce nord du 18e, mais c'est vrai aussi un peu plus à l'ouest, alors qui revient avec plus ou moins de récurrence, mais qui revient régulièrement sur un certain nombre de chiens, mais aussi de chiens dangereux, de chiens, voilà. Et donc, on a eu il y a quelques années des alertes de la part d'habitants sur la présence de chiens. Ne me demandez plus les catégories, mais voilà. Donc, c'est un sujet très sensible, un peu compliqué, qu'on prend avec à la fois l'envie de trouver de l'espace pour les chiens dans nos espaces verts, et en même temps la conscience qu'il faut faire ça avec beaucoup de tact et de doigté, parce que finalement, une proportion non négligeable des habitants sont assez peu à l'aise avec cette réalité, mais on y arrive, et on y arrive plutôt bien ailleurs, donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas ici aussi. Merci pour ces précisions. J'ai bien vu les mains levées. J'en profite juste, tant qu'on est sur la question des parcs, pour adresser les autres questions qui se posent à ce sujet. Donc, je vais me retourner vers vous, notamment Adeline. Alors, une question de précision qui était, est-ce que le square Raymond Queneau fait partie des 6,5 hectares donc voilà, je pense que la réponse est non, mais vous nous le préciserez. Et les échéances de réalisation à la fois du square Raymond Queneau et les échéances de réalisation des 6,5 hectares du parc, soit finalement le parc finalisé. Les échéances de réalisation. On vous entend pas, Adeline. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Le square Raymond Queneau, non, il ne fait pas partie des 6,5 hectares, il vient bien en plus. Donc ça, c'est un espace vert de proximité qui a un statut différent, et donc il est différent du parc Châtel-Charbon. Donc là-dessus, effectivement, il vient en plus. Sur la question de la réalisation des 2 hectares supplémentaires et sous le contrôle de Monsieur le maire, aujourd'hui les discussions sont en cours avec Provivio qui a un bail avec la ville de Paris sur Cap 18, et donc les discussions ont commencé pour voir la manière dont pouvaient être réalisés ces 2 hectares supplémentaires. Et donc, on est sur une échéance, effectivement, qui sera au-delà de 2025-26. Mais voilà. Et pour le square Raymond Queneau? Et pour le square Raymond Queneau, alors en fait, il y avait aussi une question là-dessus, donc j'en profite pour répondre. A été posée la question de pourquoi on démolit le bâtiment de la BAPSA. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce bâtiment, alors on démolit le moins possible dans les opérations d'aménagement, et pour éviter des émissions carbone. Ce qui est sûr, c'est que sur ce bâtiment-là, il a été considéré dans le cadre du projet qu'il était vraiment un verrou par rapport dans l'accès qu'on donnait aux futurs quartiers, au parc. Donc d'où effectivement la décision de réimplanter à un autre endroit les activités de la BAPSA et de démolir ce bâtiment. Mais donc du coup, comme il y a d'abord cette réimplantation à faire, on est sur une réalisation qui est à la fin de l'opération d'aménagement en 2025-2026. On va commencer par relocaliser les activités, démolir le bâtiment et venir ensuite aménager les espaces publics. D'accord. Donc, pour répondre à une autre question qui s'était posée, effectivement, la réalisation du square ne pourra pas être faite de manière concomitante avec le réaménagement de l'axe Chapelle-Max-Dormois qui est, lui, réalisé plutôt pour 2023. Donc, voilà, ça permet de répondre aussi à cette question. Monsieur Métayer, vous avez la main levée depuis un bout de temps. Je vais donc vous laisser la parole. Bonsoir. Votre micro est coupé. On vous entend. Je remets, c'est bon. Bonsoir, monsieur Métayer. Merci, je vais être bref. Je voulais, vous savez que je m'intéresse depuis longtemps au réaménagement de ce quartier. Donc là,
Tout ce qui m'est présenté globalement ce soir, à mon avis, est remarquable. Je voulais remercier l'équipe de Paris Métropole Aménagement de ces dernières propositions, avec des choses qui sont bien sûr ambitieuses, c'est-à-dire que les 3 immeubles, les 4 immeubles seront gérés par des bailleurs sociaux différents, ce qui ne doit pas simplifier les choses, mais qui va se faire, enfin qui déclencheront des ateliers. Moi, l'idée remarquable que j'ai toujours défendue depuis le début, c'est l'ouverture de toute cette zone sur l'extérieur avec de nombreux accès. Vous savez tous que le grand problème de ce quartier Évangile, c'est c'est vraiment l'urbanisme des années 80, complètement fermé, sans aucune ouverture pour les habitants, enfin, avec du chemin à faire, tandis que là, il y a un dégagement vers le parc et tout le reste. Je suis très satisfait de voir ce que vous proposez pour le square Raymond Queneau. J'ai défendu l'idée que les arbres actuels, les sapins, devraient être coupés parce qu'ils font une grande masse sombre et qu'à la place, il y a un réaménagement de tout ce jardin vers l'extérieur. J'ai vu que sur le plan, vous situez pas trop, je suppose que vers la rue du Pré, il y a une entrée créée sur le parc dont vous n'avez pas parlé, mais enfin ça, vous pouvez en parler si vous voulez. Et donc, bon, il y a aussi ces ateliers citoyens, réunions citoyennes qui sont proposées, auxquelles on s'engage à y participer. Enfin, on a bien compris quels étaient les délais. Je demanderai peut-être à Éric Lejoindre de nous préciser un peu comment fonctionnent ces immeubles en BRS, si c'est une méthode qui est déjà pratiquée dans d'autres quartiers du 18e et dans Paris. Mais enfin, donc, ce projet me satisfait tout à fait. Merci. Merci, monsieur Métayer. Donc, je note 2 questions en lien aussi avec ce qui s'est dit sur le chat. Une première sur l'ouverture, effectivement, du parc vers la rue du Pré. Et ça fait appel à une question, c'est à quelle échéance? Donc, peut-être, Adeline, vous pouvez nous répondre là-dessus. Et monsieur le maire, sur le mode de fonctionnement du BRS, nous apporter quelques éclairages? Merci. Alors, sur l'ouverture, effectivement, côté rue du Pré, donc dans le cadre des échanges, on a noté que c'était vraiment une priorité. Donc, nous, en fait, on travaille en avance de phase sur cette ouverture-là par rapport au reste du quartier. Le but étant vraiment de pouvoir ouvrir depuis la rue de la Chapelle et via la rue du Pré une entrée du parc en lien avec tout l'aménagement porté par la ville de Paris sur l'axe La Chapelle-Max-Dormois. Et donc, aujourd'hui, on est en train de lancer les études qu'on appelle les études projets en vue d'une livraison pour l'année prochaine, automne. Voilà, on est en train de caler finement les calendriers, mais on est aujourd'hui sur automne 2023 pour permettre un accès le plus rapidement possible à cet endroit-là du parc, sachant qu'il faut en fait restructurer de manière... Pardon. Allez-y. Sachant qu'il faut restructurer en fait de manière assez importante, cette rue est très étroite et donc il y a beaucoup de sujets techniques à aborder. Il faut démolir des murs de soutènement. Donc c'est pour ça que ça nécessite pas mal d'études, mais en avance de phase quand même. Par rapport au reste et donc automne 2023. Est-ce que vous me permettez de poser juste une petite question que Une petite question parce qu'il y a beaucoup de mains levées. Allez-y, monsieur Métayer. Vous n'avez pas parlé de l'immeuble qui se trouve en face de l'école, cette partie bleue là. Quel est le propriétaire, quelle sera sa gestion? Merci. Alors, on en a parlé, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Justement, ça va faire le lien avec monsieur le maire sur le BRS, puisque je crois, si je ne me trompe pas, on est sur un immeuble, justement, donc ça fait très bien la transition en accession BRS. Monsieur le maire. Alors, quelques mots, parce que c'est un montage relativement compliqué, mais qui a déjà été testé, alors pas encore dans le 18e, mais dans le 14e, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul avec Paris Métropole Aménagement, donc, et vraiment une réussite très importante. En gros, il y avait 10 fois plus de demandes que d'offres potentielles. L'idée, en gros, pour être un peu simpliste, c'est qu'en dissociant la propriété du bâti de la propriété du privé, on permet à des familles d'acquérir des logements avec un bail
99 ans, qui est rechargeable. Grosso modo, en gros, à 5 000, un peu autour de 5 000 € du mètre carré, c'est-à-dire finalement quasiment moitié prix par rapport au prix du neuf dans ce quartier. Et on a beaucoup travaillé avec la foncière de la ville de Paris à faire en sorte que on puisse veiller d'abord à ce que les propriétaires soient effectivement propriétaires, puissent aussi transmettre leurs biens, le revendre dans des conditions bien sûr différentes des conditions normales du marché, parce que l'idée c'est qu'une personne n'achète pas à 5 000 € pour revendre 3 ans après à 10 000 €, donc il y a vraiment un contrôle assez net de la façon dont on revend, et ça permet d'être pleinement propriétaire de son appartement à des prix beaucoup plus intéressants. J'invite celles et ceux qui veulent voir un peu plus précisément comment ça marche à regarder. C'est sur le site de Paris Métropole Aménagement et ça concerne plus directement Saint-Vincent-de-Paul. Et on voit que c'est vraiment une façon et peut-être une des meilleures opportunités de permettre aux familles de la classe moyenne de rester à Paris et d'être propriétaires à Paris, ce qui est quand même un souhait d'une partie des ménages, c'est très important. Puisque j'ai la parole, avant de la rendre tout de suite, juste un mot supplémentaire par rapport à ce qu'Adeline a très bien répondu sur CAP 18, pour dire que je mène ces discussions avec Emmanuel Grégoire et avec Covivio, que évidemment j'en dirai pas plus ce soir, parce que souvent ce type de discussion, pour être efficace, doivent rester relativement discrètes, si ce n'est pour dire que, un, ça avance et ça avance bien, deux, ça nous permet de porter un projet que moi je trouve vraiment très intéressant et assez ambitieux, en lien avec l'aménagement des berres en face, et avec cette idée de faire de CAP 18, qui pour le moment est un espace assez peu qualitatif, pour dire les choses comme ça, un vrai lieu intéressant et passionnant pour ce qu'on appelle le fabriqué à Paris. Cette idée que dans le futur, on devra réintégrer en cœur de ville des structures de production dans des conditions évidemment différentes. L'idée, c'est pas de refaire des usines à CAP 18, mais de travailler sur le fabriqué à Paris, et donc sans du tout pouvoir donner à ce stade de date, dire que je pense qu'on pourra dans les mois qui viennent, moi un peu longuement, hein, mais revenir vers les habitants avec des premières esquisses vraiment très intéressantes, aussi bien sur l'extension du parc, qui est centrale pour nous, son ouverture côté rue d'Aubervilliers, mais aussi avec une vraie, je pense, approche qui, moi, me paraît absolument centrale quand on imagine la ville de dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sur comment on produit sur ces espaces-là, et on travaille là-dessus avec Espace Ferroviaire aussi, donc voilà. Et tout ça pour vous dire que je suis, comme toujours, prudent, mais plutôt très optimiste sur l'idée qu'on va pouvoir faire un truc un peu mieux que juste, ce qui est déjà pas mal, agrandir le parc, et je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet dans les longs mois qui viennent. Donc, le rendez-vous est pris dans plusieurs mois pour reparler de ce sujet. Monsieur Ansart, bonsoir. Vous avez la main levée également depuis un moment. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Olivier Ansart, président d'ASA-PNE. Oui, j'aurais quelques commentaires et puis des questions. Hein. Alors, déjà, un premier commentaire, et je voudrais revenir à la réunion du 12 avril. Hein, je ne serai pas trop long, mais simplement pour dire que le compte-rendu n'a pas été fidèle au débat. Hein. D'accord. Et je vais donner 2 exemples, et je voudrais qu'on fasse figurer également les gens qui interviennent. Hein. C'est-à-dire que moi, je m'exprime au nom de l'association ASA-PNE. Donc, il est important de laisser une trace et de dire qu'un tel s'est exprimé sur tel ou tel sujet. Ça sera fait. En fait, concernant les 2 points qui étaient importants le 12, c'est que nous avons demandé une réorientation du projet. Hein. Alors, je vois, d'après ce que j'ai vu, qu'il y a certaines choses intéressantes, hein, notamment sur le plan environnemental. Je vois également qu'au niveau des logements, vous avez réduit la jauge de 400 à 450, plutôt à 350 à 380. Bon, ce qui reste quand même très dense, hein, dans un secteur qui l'est beaucoup. Hein. Et je m'interroge d'ailleurs, et ça, il faudra qu'on en discute de nouveau, sur notamment l'immeuble, le fameux immeuble F, hein, qui est représenté, et qui va, je voudrais quand même que vous preniez conscience que cet immeuble va entraîner des ombres portées sur le parc. Hein, nous avons actuellement, quand vous êtes dans le parc Chapelle-Charbon, vous avez une perspective vers la porte de la Chapelle, vers Chapelle Internationale, hein, que vous n'aurez plus avec cet immeuble. Donc là, je crois qu'il y a un problème de conception, et je regrette, et c'est ce que j'avais dit, c'est le deuxième point que je voulais évoquer par rapport au compte-rendu du 12 avril, c'est que ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est qu'il aurait fallu qu'on soit concerté bien en amont. Et c'est ce qui était prévu dans la lettre de mission de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Hein. La lettre de mission de juin 2019 disait
que la maîtrise d'œuvre devait concerter avec les habitants en amont. Donc, ça sera fait, Monsieur Ansart. Oui, sur cette phase 2022, comme ça vous l'a été expliqué. Oui, effectivement, vous aurez l'occasion d'échanger sur notamment c'est un peu tard. Il aurait fallu le faire avant. Et je note que par rapport à d'autres projets, nous sommes un peu dans une voie de régression. Bon, alors ce que je voudrais dire également, donc ça c'était. Vous avez une question, oui. Voilà. Oui, enfin une question, j'ai même deux, trois questions. Hein. Si vous voulez, je représente une association qui. Oui, monsieur Ansart, mais effectivement, il y a aussi beaucoup d'autres questions. Allez-y. Je comprends vos questions. Par rapport au choix des architectes, hein, oui. Et ça, il faut qu'il y ait une représentation d'habitants ou d'associations dans les jurys de concours. Ça s'est fait pour Pajol, ça s'est fait pour Chapelle Internationale. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas fait pour Chapelle-Charbon. Donc ça, il faut absolument que la mairie prenne ça en compte, ainsi que l'aménageur. Ouais. Ensuite, je me pose la question sur le ravalement des bâtiments existants. Parce que, effectivement, c'est très bien, il y a le front bâti pour cacher en quelque sorte les misères. Hein, parce que quand on voit ce front bâti de l'Évangile, on voit qu'il faut faire quelque chose. Mais je pense que si les nouveaux usagers, les nouveaux habitants de Chapelle-Charbon doivent avoir en face un front bâti qui doit être rénové. Donc, quid du ravalement de l'existant. Voilà, exactement. Et alors, ensuite, un point très important, parce que vous n'avez pas donné de date concernant l'extension du parc. Hein. Je pense qu'il ne faut pas faire rêver les gens, hein, parce qu'au niveau des dates, on est à des échéances très longues. Pourquoi? Parce que le CDG Express ne sera pas en fonction avant 2026, voire 2027. Donc, compte tenu du temps de la réalisation du parc, ça ne sera pas avant 2028, voire peut-être plus. Et alors, la troisième phase, ça, je n'ose pas me prononcer, mais ça risque d'être bien long. Donc, très bien, merci Monsieur Ansart pour l'ensemble de ces questions, voilà. Commentaires. Donc, on a bien noté effectivement votre volonté de voir apparaître le nom de celui qui porte le propos et vous en tant que représentant d'association, ça sera fait effectivement sur un compte rendu qui a été fait. En tout cas, on essaiera de le rendre le plus fidèle possible pour ce soir. Première chose sur le choix des architectes et votre demande, en tout cas c'est une demande que les représentants d'habitants et d'associations participent au jury de concours. On vous apportera une réponse. La question des ravalements des bâtiments existants. Et la question de la date concernant l'extension du parc. J'en profite parce que vous avez également mentionné la question de l'ensoleillement et elle nous a été posée. Est-ce que les nouveaux bâtiments ne vont pas faire diminuer l'ensoleillement sur le parc existant Chapelle-Charbon? Alors, Catherine, Adeline, peut-être je vous laisse la parole sur ce sujet. On devrait être... Oui, avec le micro vous entend. Fonctionne. Mais c'est très bien. Alors, l'ensoleillement, c'est un grand sujet. C'est surtout une des particularités de ce projet. Comme on est adressé plein nord sur le parc, en fait, on ne vient pas augmenter l'ombre qui est portée par les bâtiments. On la reporte, mais elle s'arrête aujourd'hui assez rapidement sur l'espace public et donc ne génère pas d'ombre portée sur le parc. Enfin, les études d'ensoleillement ont été menées. C'est vrai qu'on pourra illustrer ça de façon un peu plus détaillée. Donc, en tout cas, toute la façade qui est donc face au parc n'entraînera pas ce dispositif des fois qui peut être effectivement un peu dommageable, de grandes ombres portées sur l'espace vert. Et c'est quand même pour ça que dans le parc, il a été choisi de maintenir le grand auvent, qui est une protection contre la pluie, mais aussi pour se protéger du soleil en été, pour voilà, trouver de l'ombre dans un espace qui va être très ensoleillé. Ça, c'est toute la façade sud. Le point que soulevait M. Ansart sur l'îlot F est un peu identique. Il n'y a pas d'ombre portée de l'îlot F sur le parc parce qu'on en est très loin. Il y a justement cette école qui a été avec un épannage de 2-3 niveaux maximum situé en proue du parc pour vraiment l'augmenter et éviter tout le système d'ombre portée. Et en effet, l'îlot F, quand on est dans le parc, vient dans le paysage de Chapelle
inter qui se met en fond de vue, mais s'intègre dans les hauteurs des bâtiments qui sont mitoyens, à la fois le bâtiment du 11 du Pré, qui est un bâtiment logistique, beaucoup plus haut, mais aussi le bâtiment Raymond Queneau de la Sablière, qui est à des hauteurs bien plus importantes. Et donc, c'est pour ça qu'à ces deux entrées de quartier, pour marquer l'entrée, pour aussi jouer sur l'effet signal, on a deux programmes qui sont l'îlot A et l'îlot F et qui vont développer des hauteurs un petit peu différentes puisqu'on va monter jusqu'à R+10. Mais parce que dans la composition générale et dans le paysage, il nous semblait tout à fait possible d'intégrer ça. Et alors, on travaille aujourd'hui avec des outils là, qui ne sont pas disponibles, mais on va bientôt avoir des maquettes 3D qui permettront de se promener, voir différents points de vue et se rendre compte qu'à l'échelle du piéton, parce que c'est celle-là qui a été vraiment très finement travaillée, qu'à l'échelle du piéton, il n'y a pas d'impact de ces bâtiments sur et l'ensoleillement et les hauteurs. À ce sujet, avant de passer la parole à M. Jarsaillon, on a des questions sur pourquoi finalement ne pas rapprocher ces nouveaux bâtiments des façades existantes pour laisser plus de place vers le parc, puisqu'en fait ces façades sont sans vue et donc voilà. Pourquoi laisser tant d'espace entre ces deux, les immeubles existants et les nouveaux immeubles? C'est une question qui nous est posée. En général, on a la question inverse, mais celle-ci nous est posée. Alors moi, je ne suis pas architecte, je suis aménageur. Je vais peut-être laisser Antoine Santiard répondre sur ce dispositif d'adressage de... Alors Antoine, pourquoi, question qu'on n'a jamais eue, mais il faut un début à tout, pourquoi laisser autant d'espace entre les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments? Pourquoi ne pas rapprocher les nouveaux bâtiments des bâtiments existants et ainsi laisser plus de place vers le parc? Alors, c'est un équilibre qu'on a travaillé surtout en coupe. C'est la coupe que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisque c'est toujours un jeu d'essayer de ménager un peu tous les usages et tous les besoins. Donc, cette coupe, elle est assez éloquente, c'est-à-dire qu'on recrée un cœur d'îlot avec des logements nouveaux qui vont eux-mêmes installer une vie dans cette cour. Il faut que chacun puisse garder un peu ses distances avec les riverains. Il faut que chacun puisse partager un peu d'air et d'espace. Il faut que chacun puisse ouvrir sa fenêtre sans être trop gêné par les personnes en face. Donc, il n'y a pas tant de fenêtres qui donnent directement depuis ces logements existants sur la façade nord. Elles sont plutôt, comme on le voit sur cette coupe d'ailleurs, dans les petits pignons en retour. Donc, les vis-à-vis sont pas si courants. On a plutôt des vues dans la grande profondeur de ces cœurs d'îlots depuis les logements existants. Et donc, c'est une manière de faire en sorte que les gens puissent vivre dans des îlots qui fonctionnent en termes de gabarit et d'ouverture sur le ciel et de distance de l'un à l'autre, tout en s'assurant, comme le disait Catherine, que l'ombre projetée de nos bâtiments nouveaux reste grosso modo cantonné à l'espace public concret pour ne pas aller impacter le parc. Donc c'est une sorte de balance entre ces deux injonctions qui peuvent être un peu contraires, mais on est toujours obligé de composer comme ça avec différentes contraintes. Merci Antoine. Monsieur Jarsaillon, merci d'avoir patienté et bonsoir. Oui, bonsoir. J'avais deux questions du coup sur le projet et ses alentours directs. Le premier, c'était sur les éléments de continuité paysagère avec notamment le réaménagement de l'axe Chapelle-Marx-Dormois. Cet espace urbain est amené à évoluer, son esthétique également. Du coup, c'était pour savoir si notamment l'agence Base à anticiper ce besoin de continuité, notamment esthétique, du mobilier urbain, des matériaux, de l'éclairage public, des enjeux de végétalisation et du coup des espèces végétales qui vont être sélectionnées.
Ça, c'était la première question. Donc, quelle est la continuité paysagère avec les aménagements des alentours? Et la deuxième question, c'était aussi d'un point de vue paysager et puis urbanistique et pour faciliter les trames vertes en s'appuyant sur l'héritage ferroviaire culturel de ce quartier. Est-ce qu'il est prévu de connecter le parc Chapelle-Charbon avec la Petite Ceinture sur le tronçon qui est du coup à l'ouest du parc Chapelle-Charbon, côté porte de la Chapelle, puisque ça pourrait être une continuité écologique formidable qui relierait le parc Chapelle-Charbon avec notamment l'ouverture prochaine du nouveau tronçon de la Petite Ceinture vers la porte de Clignancourt et la porte de Saint-Ouen. Je voulais savoir si c'était prévu, anticipé et pourquoi pas planifié. Donc les continuités vers l'axe de la Chapelle et les continuités avec la future, en perspective d'une ouverture future de la Petite Ceinture côté ouest. Exactement, merci. Est-ce que côté base, vous avez des éléments pour répondre à ce sujet ou Paris Métropole Aménagement? Alors, peut-être je vais commencer et je laisserai Julien et Sidonie de base compléter sur le premier sujet, effectivement, de l'articulation entre l'axe Chapelle et notre projet. Bien sûr, on travaille en fait avec la ville de Paris, avec les équipes de la direction de la voirie qui travaillent, elles, sur l'axe Chapelle. Pour voir la manière dont on peut, en fait, nous, tirer le parc le plus loin possible et eux, tirer leurs aménagements, effectivement, pour qu'on se rencontre sur cette rue du Pré-là. Donc, on a pas mal de réunions de coordination, comme vous dites, sur des sujets de mobilier, de revêtement de sol, pour voir comment on va faire la jonction et essayer de, avec comme commande prioritaire, effectivement, ce sujet de la végétalisation. Donc, la ville de Paris a mis en place un certain nombre d'instances pour effectivement bien coordonner les différents maîtres d'ouvrage sur leur projet. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué là, mais certains l'ont noté dans le chat. La rue du Pré, elle est très étroite, il y a ce passage sous porche. Et donc, on est en train de regarder comment on peut, malgré cette étroitesse, végétaliser au maximum, avec même la question d'un petit jardin de biodiversité du côté de la rue du Pré, là, voilà, pour essayer vraiment de, voilà, comme vous dites, d'avoir cette trame de biodiversité qui ponctue l'ensemble des aménagements d'espace public. Donc là-dessus, effectivement, nous travaillons de manière étroite avec la DVD. Et concernant la continuité vers la Petite Ceinture? Alors, dans le prolongement de cette zone de cet espace de biodiversité, on a effectivement l'arrière du bâtiment du 11 du Pré, on a une connexion avec la Petite Ceinture, on a en fait tout un réseau qui est très bien identifié dans la grande trame verte et bleue de l'arrondissement. Alors, ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais on est un tout petit peu en dehors des limites de la ZAC. Donc, on a commencé à travailler justement pour voir comment on pouvait tirer, comment on pouvait aller plus loin, comment les aménagements qu'on mettait en place pouvaient assurer cette connexion. Et la deuxième phase du parc qui va s'ouvrir vers le nord, le travail de liaison vers le boulevard Ney, vers l'entrepôt Ney, vers le sud, va permettre d'aller plus loin sur cette question-là. Donc, c'est pour répondre à la question, c'est bien un sujet qui est identifié, c'est bien d'ailleurs quelque chose qui apparaît dans les documents cadres d'urbanisme. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore suffisamment traité dans cette partie-là parce qu'on est vraiment dans l'augmentation du parc vers le quartier de l'Évangile. On est vraiment en train de construire plutôt cette couture-là aujourd'hui. Mais il y a bien, en effet, quelque chose à créer vers le nord et c'est la suite des études qu'on mènera aussi avec la direction des espaces verts puisque c'est la deuxième phase du parc qui permettra peut-être de tirer ces fils. Voilà. Je peux peut-être ajouter oui, un mot monsieur le maire.
pour prolonger un peu plus vers l'ouest, donner peut-être deux éléments. D'abord, pour répondre à une des questions qui était dans le chat, le 11 rue du Pré, c'est les bâtiments marrons qui sont des bâtiments de la ville de Paris qui accueillent notamment les services de la direction des affaires culturelles, mais aussi de la direction des affaires scolaires et de la petite enfance. Donc, c'est des bâtiments qui sont pleins de fonctionnaires de la ville qui travaillent, avec un enjeu aussi de lien pour eux avec l'intérieur du parc. Deuxième élément sur les continuités, on va commencer à entamer, c'est pas très facile parce que c'est une copropriété qui est très grande, mais des discussions avec la tour Super Chapelle, donc celle qui est la grande tour qui est au 100 Chapelle, et qui en fait dispose d'un espace vert privé qui est assez grand, et qui est directement relié à la rue, certains membres de la copropriété voudraient profiter de l'ensemble du chantier, du très grand chantier de la Porte de la Chapelle, pour réfléchir à l'amélioration qualitative. Alors, on est sur un espace privé, mais à l'amélioration qualitative de leur espace privé et au lien, notamment en matière de continuité qu'on pourrait imaginer avec la rue. Et puis après, bien sûr, il y a la traversée de la rue de la Chapelle et puis le retour au nord de Chapelle Internationale sur un espace qui, pour le coup, est traite de petite ceinture qui est extrêmement minérale, qui est déliée d'ailleurs du reste de la petite ceinture et sur lequel, il n'y a pas encore un vrai travail qui a été fait entre le bout des voies de la gare du Nord et l'arrivée vers la Porte de la Chapelle, mais ça fait partie des sujets qu'on évoque. Et de ce point de vue-là, le fait de pouvoir avoir cet îlot qui relie la rue du Pré au reste du parc est un élément extrêmement important en matière de qualité urbaine, parce qu'on parle souvent de la qualité paysagère et c'est important. Moi, je suis absolument convaincu que pour faire en sorte qu'on ne crée pas un recoin qui serait source potentielle de mésusage derrière l'école et dans cette continuité de la rue du Pré, ce bâtiment F est un élément important. Il faut qu'il puisse accueillir suffisamment d'habitants pour être vraiment un îlot de stabilité dans ce nord d'aménagement qui est compliqué. Les bâtiments de la rue du Pré sont je mets de côté la qualité esthétique, mais sont fermés et très utiles, mais fermés. Le passage est tout petit et finalement, cet îlot-là, pour moi, c'est un des îlots qui, en matière de planification urbaine, est un des plus importants pour assurer que cette entrée et cette sortie du parc soit relativement acceptable. Dernier mot, parce qu'après, je suis beaucoup trop long, mais sur la question qui a été posée sur les nouveaux bâtiments et pourquoi ils s'éloignent des murs pignons. Je n'ai rien à rajouter à ce qu'ont très bien dit les architectes, sauf peut-être un mot, c'est que ça permet aussi d'avoir des logements qui n'ont pas des fenêtres que vers le nord. Et donc, pour la qualité des logements eux-mêmes, le fait de pouvoir avoir des ouvertures vers le mur pignon et donc vers le sud est pas désagréable. C'est vrai qu'on va vivre des années où la température va s'élever, donc ce sera agréable d'être plein nord, mais ce sera bien aussi d'avoir un peu de lumière l'hiver vers le sud. Et donc, dans notre recherche de qualité, à la fois qualité architecturale, qualité des matériaux et, disons les choses franchement aussi, de qualité suffisante pour attirer dans ce quartier des familles de la classe moyenne. Le fait que les appartements soient traversants et aussi de la lumière au sud nous est apparu important. Un des éléments qui nous permettra de, non pas garantir, mais de simplifier l'arrivée des familles peut-être un peu plus aisées dans ce quartier, c'est quand même aussi qu'on leur propose des logements très qualitatifs. Et de ce point de vue-là, je pense que le choix qui a été fait est vraiment le bon. Il faut qu'on soit très attentif à la qualité de ces logements pour ceux qui le voient de l'extérieur, mais aussi pour ceux qui sont à l'intérieur. Merci, monsieur le maire. Il est 20h. Je vous propose qu'on reste encore une dizaine de minutes ensemble quand même pour finir les dernières questions qui nous restent. Je crois qu'on a quand même balayé tout un tas de sujets. Une quand même question qui a été posée, et puisqu'il vous a été présenté, je me permets d'y revenir, des perspectives, en tout cas pour se projeter sur les futurs espaces publics. Une question nous a été posée. Pourquoi aussi ne pas déminéraliser les sols? Est-il prévu de mettre des nouveaux dallages innovants qui absorbent la pluie et qui restituent l'humidité en cas de chaleur? Je me tourne peut-être vers les équipes de paysagistes pour nous préciser un petit peu ce qui est prévu en termes effectivement de revêtement sur ces espaces publics. Oui, donc effectivement, sur le volet, une grande attache aussi sur le volet matériaux, et notamment des matériaux qui vont être innovants dans le sens où effectivement les joints vont être plutôt des joints sablés ou des joints enherbés. Donc là, il y a quand même une recherche de perméabilité maximum. Néanmoins, sur la voie qui traverse effectivement le quartier, cette voie apaisée, comme il y aura effectivement des déplacements motorisés, puis aussi des boucles de vélo, là c'est plus difficile d'envisager des matériaux qui seraient effectivement poreux pour ce genre de réflexion. Néanmoins, tout ce qui va être continuité douce aux abords de cette voie sont vraiment imaginés dans des revêtements poreux et innovants.
Merci Julien pour ces précisions. Monsieur Lagerge, vous avez effectivement la main levée, vous aurez l'honneur de la dernière question de cette réunion. Bonsoir. Je vous en remercie. On m'entend là? On vous entend de loin. De loin, ça va mieux là? C'est bon, c'est bon. Bon, d'accord. Alors, je me permettrai de revenir sur 2 points. J'ai évoqué dans une des questions sur le chat la nécessité, pourquoi s'il y avait une nécessité absolue à démolir le bâtiment de la rue de Quenon, dans la mesure où ça pouvait être potentiellement un local, un lieu pour une activité culturelle. Ça, c'est un point. Alors, la réponse, c'est il faut agrandir, il faut agrandir. Moi, je ne suis pas très satisfait. Deuxième point, et la question a été abordée, esquissée dans le chat, elle a été reprise ensuite par, reprise ou abordée aussi par Olivier Ansart, c'est la participation des habitants au jury du choix des équipes d'architectes. C'était pratiqué dans l'arrondissement, et j'ai comme exemple l'immeuble sur la rue la rue Philippe de Girard, ou un autre immeuble sur la rue Marx d'Ormois, ou d'autres immeubles du côté de la Goutte d'Or, où ce n'était pas dans un périmètre d'opération d'aménagement comme là nous sommes, mais c'était des opérations ponctuelles réalisées par des sociétés HLM ou des sociétés, des SEM de la ville de Paris, ou proches de la ville de Paris. Et donc, dans la mesure où là, aujourd'hui, la répartition des tâches a été faite, ou la répartition a été faite entre les différents lots, il me paraît opportun de revenir et de remettre sur le tapis la façon dont les habitants, sous forme d'associative ou autre, mais en tout cas sous forme associative, pourraient participer au jury de choix de ces architectes. Voilà. Très bien, monsieur Lagerge. Ensuite, sur le cahier des charges, qui est, bon, ça a été en partie répondu, mais voilà. Merci. Okay. Très bien, merci pour cette dernière question avec deux objets, effectivement, la question de la démolition de ce bâtiment de la BABSA. Donc peut-être juste très rapidement y revenir pour vraiment réexpliquer l'enjeu de cette démolition et pourquoi vraiment c'est nécessaire au projet. Et ensuite, enfin, en fait, finalement, une demande, vous aussi, complémentaire à celle de M. Ansart sur la nécessité d'avoir une représentation habitante et associative au sein des jurys de sélection. Je vais laisser peut-être Paris Métropole Aménagement répondre sur la question de la BABSA et puis peut-être préciser aussi, parce qu'on a eu plusieurs questions sur les modalités de participation des habitants. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui vous est proposé. On pourra revenir dessus. Je pense que quand la démarche se lancera, on vous précisera un petit peu mieux les modalités, ce qui me permet un petit peu de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées, puisque vous serez bien évidemment associés dès que la démarche sera lancée. Catherine, peut-être, pour répondre à ces questions? Oui, merci. Je vais essayer d'aller plus loin que le simple besoin d'agrandissement. C'est surtout qu'aujourd'hui, la BABSA ferme complètement l'accès vers le square Queneau, qui se niche à l'arrière du bâtiment et qui a fait l'objet de beaucoup de détournements d'usage et de difficultés d'entretien dans les dernières années. Donc, ce square est fermé aujourd'hui. Demain, l'idée, c'est de pouvoir tirer le parc le plus loin possible dans le quartier et puis d'accompagner des nouveaux flux, et notamment vers l'école. Cette école qui est au cœur du quartier, qui va accueillir les enfants des nouveaux logements de Chapelle-Charbon, mais aussi ceux de Hébert. Et donc, c'est vrai que quand on prend un peu de distance, on voit l'enjeu, effectivement, d'ouvrir toutes ces circulations vers le parc, de retourner le quartier vers le parc et de créer ces venelles qui vont être dans la continuité de celles qui existent, qui vont être accompagnées par les nouveaux bâtiments, donc plutôt des venelles bâties, on va dire. Et puis, il nous semblait effectivement important d'avoir cet espace de respiration qui vient en plus du grand parc, qui vient apporter d'autres usages, répondre à d'autres besoins de proximité. Et quand on a travaillé l'année dernière avec les différents ateliers autour des usages, que ce soit avec les jeunes ou avec les habitants, ce qui a été noté, c'est qu'il y avait besoin de
que chacun trouve un petit espace pour soi. Il y a le grand parc pour tout le monde et puis on a besoin d'avoir un petit terrain de jeu pour les enfants et besoin de cette proximité. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé utile d'agrandir, d'offrir un maximum d'espace et d'aérer en fait autant que possible l'accès vers l'école. Voilà, c'est un peu ce qui a guidé la conception de cette ouverture. Après, en effet, on pouvait transformer ce bâtiment. En effet, il y a des questions qui sont posées autour de la programmation culturelle, des services de proximité, des lieux où on peut se retrouver et partager. Il y a déjà beaucoup d'équipements dans le quartier. Il y a une bibliothèque. Il y a demain un centre social qui ouvre rue Hébert. C'est vrai qu'on a plutôt tenu à augmenter le parc au maximum. Il nous semblait que c'était l'enjeu. Et le parc, il vient effectivement jusqu'au jardin Rachmaninoff. Dans le chat, il y a eu des questions là-dessus. Aujourd'hui, chacun de ces espaces a des qualités, a des usages différents. Donc, voilà. Pour finir, on a bien ce grand parc Chapelle-Charbon et puis on l'augmente avec ce jardin queneau de proximité par une réserve de biodiversité qui répond à d'autres besoins tournés vers la petite ceinture et puis faire le lien avec ce jardin Rachmaninoff qui est aussi très, très joli et c'est toutes ces touches de verdure qui vont animer le quartier. Merci Catherine. Voilà, peut-être un mot sur effectivement le dispositif participatif très rapidement par rapport à la demande qui a été faite à plusieurs reprises. Si on peut finir effectivement avec cette dernière slide, on a effectivement cette expérience et depuis longtemps dans les projets d'un travail où les riverains contribuent à l'analyse des projets, formulent un avis et le portent au jury. Alors après, ils le portent écrit ou oral, c'est des méthodes un tout petit peu différentes, mais qui aboutissent au même résultat. C'est quand même de donner le point de vue des habitants sur le projet. L'intérêt d'un avis qui est remis au jury, c'est qu'il est écrit à plusieurs mains, qu'il est très collaboratif. Donc, c'est pour ça qu'on voulait retenir cette formule-là. Après, dans les différentes instances des bailleurs, on trouvera certainement des dispositifs différents pour que ce soit une participation à l'oral au jury ou une participation par écrit. Aujourd'hui, c'est les bailleurs qui construisent avec nous ce dispositif. Donc, on étudiera bien sûr ce sujet-là avec eux. Et puis, comme ils sont nombreux autour de la table, on trouvera certainement une solution pour satisfaire tout le monde, enfin, j'espère. Et on pourra les repréciser très prochainement également au lancement de ces démarches. Et avec une voix, que les habitants aient au moins une voix. Ça sera effectivement, comme le disait Catherine, étudié et peut-être proposé effectivement par les bailleurs. Alors, je crois qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions de manière précise, mais on a répondu, je crois, à l'ensemble des thématiques qui ont été abordées. Donc, on vous remercie, ça a été très riche, hein, cette soirée d'échange. Il y a eu beaucoup d'interactions sur le chat. Peut-être, Monsieur le maire, je vous donne le mot de la fin, les enseignements de la soirée, ce que vous en retenez, même rapidement. L'exercice n'est pas simple. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais essayer d'être bref, mais c'est vrai que si vous me lancez sur l'avenir de ce secteur et notamment de ce parc, je pourrais durer des heures parce que ça fait partie des sans doute plus beaux projets qu'on ait eu la chance de porter, sans doute même dans tout Paris ces dernières années. Et après Éole, il y a quelques années, on est vraiment au cœur de ce nouveau Paris concret. Et donc, je pourrais évidemment parler très longuement de l'immense ambition qu'on porte pour cet espace, mais peut-être juste finir
en remerciant toutes celles et tous ceux qui sont intervenus. Rappeler que ces réunions, alors c'est vrai que c'est plus facile quand on se voit physiquement qu'en vidéo, ont aussi vocation à permettre à une diversité de personnes de s'exprimer. Et donc, je pense qu'on pourra aussi retravailler sur la capacité de prise de parole dans ces réunions, parce qu'on a constaté, on échangeait avec un certain nombre d'élus sur le fait que beaucoup d'hommes ont pris la parole, je suis le premier à l'avoir fait, et qu'on a eu un peu moins de participantes qui se sont exprimées, et ça fait partie des sujets qui sont importants pour nous aussi, parce que finalement, ces réunions doivent aussi permettre à des personnes qui ont moins l'habitude que d'autres de s'exprimer de le faire. Mais je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés avec des préoccupations qu'on partage tous, sur lesquelles on va pouvoir continuer à avancer pour faire en sorte que l'aménagement qu'on pense soit le mieux adapté possible à ce dont on a besoin. Et donc, ce n'est qu'un au revoir, comme disaient les autres. On va avoir l'occasion de se revoir souvent sur ce projet et tous les projets de la Porte de la Chapelle pour faire en sorte qu'on puisse construire ce nouveau Paris à la nouvelle mode. C'est pas le Paris du 19e, c'est pas le Paris du 20e, c'est vraiment le Paris du 21e siècle qui s'écrit à cet endroit. Et je dois vous dire à quel point j'en suis heureux pour les habitants et fier pour ce qu'on peut faire collectivement, et à quel point cet engagement de toutes et tous nous permet d'imaginer ce que sera Paris dans les 10 et 15 ans à venir. Et c'est, je pense, pour le 18e, une très grande joie d'être le cœur de ce nouveau Paris. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Paris Métropole Aménagement de ce long et dense travail, et puis aux bailleurs qui vont commencer aussi à travailler, et puis à toutes les équipes de spécialistes qui nous entourent, parce qu'on ne fait pas ces aménagements sur un coin de table avec un crayon. C'est beaucoup de travail extrêmement précis, extrêmement technique, beaucoup de calculs. Et je veux vraiment remercier tous les aménageurs, les architectes et les ingénieurs qui travaillent et qui nous permettent de passer de nos rêves à cette réalité qu'on est en train de construire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci effectivement à toutes et à tous. On va se retrouver très prochainement, pour ceux qui le souhaitent, pour continuer ce travail. Merci à tous les intervenants qui nous ont présenté tous ces éléments et qui se sont attachés à apporter les réponses les plus précises possibles à toutes les questions qui nous ont été posées. Je le disais, cette soirée fera l'objet d'un compte-rendu qu'on tâchera d'être le plus fidèle possible à nos échanges. Donc, je vous remercie à mon tour et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Peut-être un tout dernier mot, oui. Mais puisqu'il y a eu une dernière intervention sur le chat, oui, on croit beaucoup, en tout cas à la mairie d'arrondissement, mais j'imagine que tous les acteurs de la concertation aussi, à la possibilité d'avoir des réunions mixtes, mixtes le présentiel qui permet à ceux qui ont le temps de venir et le distanciel qui permettent à celles et ceux qui ont des choses à faire chez eux d'écouter la réunion quand même et voire d'y participer. Donc, il faut qu'on trouve les moyens techniques, mais je partage absolument l'avis de la personne qui a écrit que c'est plus facile d'assister à ces réunions en visio. C'est vrai notamment pour les familles, et je suis sûr qu'on trouve les solutions pour réunir les deux. On y viendra. Un grand merci à tous et très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.